Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Papeete, bientôt doté d'un terminal de croisière international de 2700 mètres carrés. Il permettra d'assurer l'accueil et l'enregistrement des croisiéristes, mais aussi d'améliorer leur sécurité et leur confort. Le Salon de l'Habitat ouvre ses portes malgré la flambée des prix dans le secteur de l'immobilier ou de la construction. Nous verrons combien il est difficile de se projeter du côté des clients comme des entreprises. Plus qu'une semaine avant l'instauration de la contribution pour la solidarité, la fameuse TVA sociale, les syndicats réclament un impôt plus juste. Peut-on imaginer un impôt sur le revenu en Polynésie? Lucille Guichet tentera de répondre à cette question. De l'énergie positive au lycée polyvalent de Tayarapunui, l'établissement a organisé une journée dédiée à la santé. 2000 élèves ont participé aux différents ateliers. Et puis, ne manquez pas le dernier volet de notre série consacrée au marathon Polynésie, la première Tahiti Caddo Va'a. Rencontre ce soir avec une équipe mixte Tahitian Paddle. 45 000 croisiéristes en 2019. Peut-on rapidement retrouver cette fréquentation record après 2 années de crise Covid? Le pays et le port autonome misent sur le tourisme de croisière avec une stratégie de développement local et régional. Ce matin, le président Fritsch posait la première pierre du futur terminal de croisière international de Papeete. Stéphane Ratino, Sandroli. Le monde d'avant peut être en mieux, et si les cieux sont cléments, en plus grand même. Le terminal de croisière de Papeete est une promesse, le pari d'une économie qui irait irriguant les archipels. Car avec les bateaux venus de loin, ce sont des ronds dans l'eau, du chiffre d'affaires. La Covid a plombé les comptes, les artisans de Moréa en savent la facture. Mais l'année 2022 annonce un verdissement des chiffres, les perspectives sont bien meilleures. Je trouve que c'est une bonne chose que les bateaux de croisière reviennent cette année, donc ça va faire un bol d'oxygène pour tout le monde pour survivre par rapport à les 2 années précédentes. La silhouette des bateaux revenus dans nos îles disent un phénomène, the Covid revenge. Depuis nos pays émetteurs de touristes, ce besoin de voyage est perceptible. Désir d'évasion, couleur lagon et besoin de rencontres aimantent le marché. À Rayatea, l'arrivée des bateaux redonne de l'énergie à une économie anémiée. Pour tout dire, les chiffres de l'année en cours pourraient dépasser ceux de l'avant-Covid. Une bouffée d'oxygène bienvenue. On a une prévision d'escale, de réservation d'escale de plus de 1100 escales pour l'année 2022. Donc ça, c'est un très bon signe. C'est le signe de la confiance des opérateurs de croisière dans la destination. Clairement, la Polynésie croît dans les croisières. Pour cause, la dépense par touriste est la plus forte ici, de tout le Pacifique Sud. Le pays met 1,750 milliard dans son terminal de croisière à Papeete, la signature d'un pays devenu destination. À ce jour, 20% des touristes sont des croisiéristes avec une vocation à aller d'île en île. Il y a effectivement le développement de l'accueil qui sera organisé sur les archipels afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de retombées. Je pense aux Australes, comme je pense au Tuamotu. Il y a certaines îles, comme Pukarua, qui accueillent de temps à autre ces bateaux. Donc il faut, à mon avis, il faut que cette richesse qui soit apportée chez nous puisse être redistribuée sur l'ensemble des archipels. Ainsi, Papeete un point de départ pour une stratégie dynamique, la croisière un outil d'aménagement du territoire, du plus grand au plus petit, dans un horizon qui veut dissiper tous les doutes. La flambée des prix dans le secteur de l'immobilier et de la construction, une réalité qui n'empêche pas le Salon de l'Habitat d'ouvrir ses portes à Mam'o jusqu'à dimanche. Une édition spéciale innovation avec la participation de l'OPH et de la Chambre des notaires. Professionnels et visiteurs ont pourtant du mal à se projeter dans l'avenir. Caroline Fary, Patrick Tsing. La grand-messe de l'habitat est lancée. Ici, chacun rêve son projet, imagine son logement, cherche un constructeur comme Milton qui veut ouvrir une pension à Rurutu, destination en vogue chez les touristes. C'est cher pour un terme avec toute une simplicité adaptée à la naturalité de l'île de Rurutu. C'est assez cher. Mais on peut s'adapter avec. Comment vous faites pour vous adapter? Vous changez les matériaux? Vous faites... Tout à fait, tout à fait. On essaie de faire un mariage modernisé avec le goût naturel. Et rien de mieux que le solaire pour construire dans les îles. Tout est bon pour économiser. Les énergies renouvelables ont la cote, même si tout a augmenté. La demande est toujours présente.
Les gens sont là, hein. Les fournisseurs et les revendeurs sont exactement en place au salon. Maintenant, avec l'augmentation du prix, voilà, il faut qu'on jongle, qu'on fasse des efforts. Mais effectivement, c'est vrai que c'est difficile. Côté promoteur, les futurs projets sont déjà programmés, mais difficile dans le contexte actuel de proposer des prix fiables aux clients. Pour les futurs programmes aujourd'hui, les entreprises, avec le Covid, ainsi qu'avec la guerre qui se passe en Ukraine, qui est dramatique, leurs fournisseurs n'ont pas de prix, ils ne savent pas sur l'approvisionnement. Donc pour avoir un prix réel de construction aujourd'hui, aujourd'hui on est au salon, on a une fourchette de prix, mais on ne peut pas donner un prix fixe aujourd'hui de prix d'appartement, de logement. Pour contrer l'augmentation du coût des matériaux, le pays propose des aides, notamment l'AIDM. L'aide à l'investissement des ménages qui pouvait se monter jusqu'à 4 millions de francs et qui permettent aux gens d'apporter également leur contribution dans l'acquisition. La troisième chose, c'est de rendre beaucoup plus accessible et intéressant les logements qui sont construits par les OLSP, les organismes de logements sociaux. Pour quelle raison? C'est parce que les loyers et le coût d'accession sont encadrés. Le public a 3 jours pour s'informer sur l'accès à la propriété et ses incertitudes. Oui, et la crise du logement intensifiée par l'inflation et l'arrivée d'une nouvelle taxe, la fameuse TVA sociale, ou plutôt contribution pour la solidarité, même réduite à 1%, les syndicats réclament sa suppression. Ils lui préfèrent un impôt plus juste, une taxe sur les grosses fortunes par exemple, ou un impôt sur le revenu. Bonsoir Lucille Guichet. L'impôt sur le revenu existe en France ou en Nouvelle-Calédonie. Peut-on l'imaginer ici en Polynésie ? C'est un serpent de mer qui revient presque à chaque conflit social et puis en même temps c'est un certain tabou. Mais les inégalités de revenus, ça se mesure, ça s'appelle l'indice de Gini qui varie de 0 à 1. 0 étant l'égalité parfaite, tout le monde aurait le même revenu et 1 étant l'inégalité extrême. Alors le pays le plus égalitaire, c'est l'Islande avec un indice de Gini de 0,24. La France se trouve ici à 0,3 et la Polynésie à 0,4. Elle est presque aussi inégalitaire que les États-Unis. Alors, autre mesure, c'est la différence de revenus entre les 10% de la population les plus modestes et les 10% de la population les plus riches qui se multiplient par 6. Autre exemple, le SMIC, qui est plus bas que dans l'Hexagone, par exemple, bien que le coût de la vie en Polynésie soit 39% plus élevé. Alors face à toutes ces inégalités, l'intersyndicale considère notamment que les taxes indirectes, les impôts indirects sont injustes parce qu'ils ne tiennent pas compte des revenus. Par exemple, si on prend l'exemple d'une baguette de pain, on paiera tous le même prix sa baguette, quels que soient ses revenus. En revanche, les impôts directs, qui peut être par exemple un impôt sur le revenu, il est progressif, c'est-à-dire qu'il tient compte de son salaire. Plus on gagne, plus on paye. On ne parle pas ici d'exonération ni de niche fiscale. Alors, est-ce que c'est plus juste? C'est une question de point de vue. En tout cas, c'est surtout une question de choix fiscal, une politique fiscale, et c'est en tout cas pas le choix qu'a fait la Polynésie. Alors, cet impôt sur le revenu, est-ce qu'il n'existe pas déjà avec la CST ? Alors, la contribution de solidarité territoriale sert à financer différents fonds sociaux. Elle varie de 0,5 à 25% par tranche de revenus et elle est prélevée directement à la source, c'est-à-dire sur le salaire. Ça, c'est pour les salariés. Pour les non-salariés, les commerçants, les professions libérales, il faut faire une déclaration et le montant varie. Et puis, la CST n'est pas calculée justement selon le foyer fiscal, ce qu'on peut appeler le quotient familial. Par exemple, si on est célibataire et qu'on a un salaire de 367 000 francs, on paiera 9 600 francs de CST. Si on a le même salaire que l'on est marié avec 5 enfants à charge, on paiera de la même manière 9 600 francs de CST. Alors, la CST, elle peut évoluer, elle peut aller plus loin, on peut augmenter les tranches, imaginez par exemple d'aller jusqu'à 40%, comme c'est le cas ailleurs par exemple, ou bien de retravailler sur les taux. On augmente donc la taxation directe à condition de baisser les taxes pour baisser le coût de la vie. Mais ça, encore une fois, c'est une question de choix politique. Merci beaucoup, Lucille, pour ce décryptage.
3 ans d'interdiction d'exercice de la médecine, dont 2 années avec sursis. C'est la décision rendue par la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins à l'encontre du docteur Théron. Parmi les 22 points de motivation, le non-respect de la déontologie ou l'obligation de prudence. Cette décision fait suite à une plainte de la Polynésie française enregistrée le 8 janvier 2021. Le docteur Théron peut faire appel de la décision. Une information de nos confrères de la Dépêche de Tahiti. La société française Aquo conteste son éviction de l'appel d'offres du pays concernant l'installation de fermes solaires avec stockage. Le président du tribunal administratif doit rendre sa décision demain. 4 lauréats ont été retenus dans le cadre du plan de transition énergétique du pays. Entre 35 et 40% de notre électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Le pays veut atteindre les 75% d'ici 2030. Herevai Hoata, Vito Tapo et Jacques Damour. D'ici 3 ans, les photos que vous voyez deviendront réalité. Liées à une activité agricole à la création d'énergie solaire, on parle alors d'agrivoltaïsme. Pour Sébastien Millot, en charge du projet Mana Solar du groupe Pacific Petroleum and Services, le mix énergétique devient une priorité. Tous les groupes énergéticiens aujourd'hui dans le monde prennent le virage de la transition énergétique. Et c'est bien normal. On voit aujourd'hui les conséquences d'être, mono-énergie ou d'être 100% fossile. Donc moi, je vous dirais que c'est plutôt normal qu'Albert Noux et son groupe et ses sociétés s'orientent pleinement et prennent le virage des énergies. C'est aussi le virage que prend le pays. Donc on est en parfaite cohérence avec le plan de transition énergétique ou la politique énergétique du pays. Les 4 stations de panneaux solaires devraient à terme fournir près de 6000 foyers en électricité, l'équivalent de 2 groupes électrogènes de la vallée de Punarou. Avec un prix de rachat obligatoire à moins de 21 francs le kilowatt, la population espère sortir gagnante de ce projet. Vous que la facture ne va pas baisser? Non, je ne pense pas. Peut-être les 2 premiers mois, 3 mois, mais après, ça va monter d'un coup après parce qu'ils vont rattraper après l'image qu'ils ont laissée. Ce projet-là, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Oui, c'est une bonne chose si ça en profite à tout le monde. Il faudra compter près de 7 milliards d'investissements pour ces 4 stations, des fonds qui proviennent entièrement des porteurs de projets. Pour Yvonique Raffin, ministre de l'Énergie, des conditions doivent encore être respectées. Ils ont maintenant 4 mois pour réunir effectivement toutes les conditions financières. Nous avons prévu aussi dans notre cahier des charges un certain montant par rapport aux kilowattheures installés qui doivent être séquestrés. Fruit du hasard, tous ont choisi de s'installer dans le sud de l'île. Mana Solar verra le jour du côté de Tevayuta. Mahana Ohiupe et Engie ont choisi, eux, de s'implanter au plateau de Travor. On passe à la politique avec notre page dédiée à la présidentielle. C'est à la toute fin de son programme que Jean Lassalle a établi une liste de propositions pour l'outre-mer. Le candidat de Résistant propose de lutter contre les inégalités, d'améliorer la distribution de l'eau potable ou encore de travailler à la prévention des cyclones. Au micro de Serge Massot et Bruno Gabetta, Jean Lassalle précise sa vision des outre-mer. Ils sont le prolongement de ce que nous sommes, de ce que je voudrais que nous redevenions. Ils sont une formidable fenêtre sur le large, le monde, le rêve et notre futur partagé. C'est-à-dire, c'est un sentiment très profond, fraternel au niveau humain, quasiment charnel au niveau de leur terre, comme je l'éprouve pour le territoire métropolitain. Et justement, vous vous présentez comme le candidat de la France périphérique, de la France des oubliés, on pense surtout aux communes rurales un peu délaissées par le pouvoir parisien. Est-ce que ça pourrait s'appliquer aussi, selon vous, à ces territoires d'outre-mer? Mais exactement. Il y a une différence, c'est que nos territoires ici sont rattachés à un même ensemble qu'est la France. Non seulement ils sont un petit peu plus loin, mais ils sont aussi séparés.
et parfois par des distances considérables. Donc, il faut bien entendu leur appliquer ce que je veux appliquer à nos territoires de l'Hexagone. Mais en même temps, il faut retrouver, peut-être plus encore que pour nous, leur singularité. Ce soir, après le journal, ne manquez pas la 5e soirée dédiée à la présidentielle en Outre-mer. Emmanuel Macron, candidat de la République En Marche, et Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National, sont invités. Ils répondront aux questions de Valérie Filin et Thierry Belmont, mais aussi à de jeunes ultramarins. Premier tour de l'élection présidentielle le samedi 9 avril, deuxième tour le 23. Ainsi se referme notre page politique. J'agis pour ma santé et celle des autres, le thème d'une journée organisée par le lycée polyvalent de Tayarapunui. La santé sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, psychologique ou psychique. Objectif, donner aux lycéens de la presqu'île des outils pour améliorer leur bien-être. Ismaël Tahiata, James O et Jérôme Lee ont assisté à ces ateliers emplis d'énergie et de bonne humeur. Ce coco qui gîte au bout du pic n'en a plus pour longtemps. Au fil des lancers, le geste s'améliore. Ce sport traditionnel a toujours autant de succès auprès des jeunes. S'il permet d'améliorer leur santé, pourquoi pas? Ça se passe bien. On a beaucoup d'activités sportives. Là, on est en train de faire pachafa, des trucs comme ça. C'est l'activité que tu préfères? Ce qu'on est en train de faire maintenant. Sinon, la danse. C'est très bien, surtout pour les jeunes, pour faire du sport plus souvent et pour notre corps, pour notre bien. Mais la santé, ce n'est pas que le sport. Cela passe aussi par une meilleure façon de s'alimenter. À l'atelier Cooking Class, c'est dégustation d'Energy Ball. Des boules avec du flocon d'avoine. C'est bon, il y a du miel, du skippy, des cacahuètes, c'est bon. C'est mieux que les Mars, les Snickers, que j'aimais beaucoup. Voilà, mais c'est mieux parce que leur taux de glycémie est bas. La santé, c'est aussi l'amour dans le couple, favoriser la communication, dire non à la violence. Il y a des hauts et des bas. Est-ce qu'on symbolise avec le nœud? Ouais. Et donc du coup, quand il y a un nœud, c'est quoi? C'est un haut ou c'est un bas? C'est un bas. Voilà, c'est un bas. Cela peut être aussi une meilleure information sur la dangerosité de l'alcool ou de la drogue. Les ateliers, ce sont des choix des élèves. À partir des ateliers, nous avons trouvé des professionnels pour venir soutenir nos élèves aujourd'hui, donc toute la matinée jusqu'à midi. Alors, comment trouver la voie du bien-être? Eh bien, grâce à des échanges, des initiations, des démonstrations, en cernant surtout toutes les facettes de la santé. Ils participent, c'est sous forme ludique et je pense que c'est cela qui va leur permettre d'intégrer des petits actes simples au quotidien pour être bien, pour être heureux et pour être en réussite. La santé pour soi et pour ceux qui nous entourent, la prise de conscience a touché au but. Près de 2000 élèves ont participé à cette journée. Football, les Toa Aito ont enfin pu jouer lors du tournoi de qualification à la Coupe du Monde au Qatar. Ils n'ont pas réussi à battre les Salomon, ils s'inclinent 3-1. Nos joueurs terminent donc deuxième du groupe A. Lors des 2 premiers matchs, leurs adversaires avaient déclaré forfait. Souvenez-vous, Covid oblige. Les Toa Aito sont du coup qualifiés pour les demi-finales. Ils affronteront la Nouvelle-Zélande dimanche. Notez que les Néo-Zélandais sont les favoris de ce tournoi. Du VAA maintenant avec dans 2 jours le top départ du marathon Polynésie, la première Tahiti Cadeau VAA qui lance la saison toute la semaine. Maruki Duri nous a fait vivre les préparatifs de l'intérieur. Ce soir encore, il nous emmène à la rencontre d'une équipe mixte cette fois. Il s'agit de Taishan Paddle. Le club a été fondé il y a 13 ans à Punaouia.
Depuis l'année dernière, dans le club de Taishan Paddle, certaines femmes ont l'opportunité de ramer avec les hommes dans la catégorie mixte. Je voulais voir autre chose que de ramer avec les femmes. Comme ça fait une quinzaine d'années que je rame avec les femmes, je voulais voir comment c'est de ramer avec les hommes, quoi. Ce club, fondé en 2009 par Kiki Dubois et ses 2 champions de fist, Aroa et Tehotu, est un des plus dynamiques de la côte ouest de Tahiti. Il comptait l'année dernière près de 250 licenciés. Pour le premier grand rendez-vous de Va'a de l'année, le club de Punaoya alignera 2 équipes chez les mixtes, une catégorie qui exige la présence de 2 femmes par pirogue. C'est bon tout ça, c'est bon Marina. C'est vraiment une surprise de voir ça depuis le début de l'année. Nous avons donc constaté un engouement, une motivation de ces rameurs, plus de 50 ans avec ces rameuses qui font que cette année, ils ont voulu donc montrer qu'ils peuvent faire la traversée de la Polynésie première marathon Va'a. L'équipe elle-même, ben, des fois, quand on a fini l'entraînement, on parle un peu. Hein? Et puis, ben, ils arrivent à tenir par rapport aux hommes. Hein? Ouais, ils arrivent à gérer, quoi, eux. Come on, boy! C'est bien, les gars! Ressentir la puissance des coups de rame, la propulsion d'une pirogue. Avec les hommes, la cadence est forcément différente. La cohésion d'équipe a été trouvée. Ne reste qu'à garder cette confiance engrangée durant les 3 mois de préparation. La cadence, elle est quand même soutenue. Hein. C'est pas le même rythme. Moi, c'est la première fois que je vais participer à la Polynésie première. Et je trouve que c'est déjà une belle aventure. Pour Marceline et Thierry, qu'importe le résultat, c'est avant tout une traversée en équipe. Tout le monde joue un rôle important, tout le monde a sa place sur le Va'a, conseil de vétérans. Comme tout le monde, hein, le tahoe. Hein? Tahoe, et puis après, il y a le feeling vient après. Hein? Plutôt le tahoe d'abord, avec les 2 femmes. Bon, je pense qu'il y a le tahoe des 2 femmes aussi avec nous. Hein? Pas de souci. Hein? Cette dernière semaine d'entraînement était primordiale pour ce petit groupe de passionnés à 2 jours d'une course longue de 46 km. L'heure est désormais à la récupération avant le grand départ. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Pape était bientôt doté d'un terminal de croisière international de 2700 mètres carrés. Il permettra d'assurer l'accueil et l'enregistrement des croisiéristes, mais aussi d'améliorer leur sécurité et leur confort. Montant des travaux, 1,7 milliard. Les croisières reprennent après de longs mois d'arrêt. Et pour tout savoir sur le marathon de 46 km prévu samedi, ne manquez pas l'invité café demain sur Polynésie, la première radio. Ibrahim Ahmed Aziz recevra Ayata Tarahou, présidente de l'association Polynésie, la première Va'a. Rendez-vous un peu après 7 heures. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Le front de mer poursuit sa mue ». Tahiti Info, sauver la lignée des Omamao. Au programme de votre soirée sur la première, l'émission Politique Outre-mer 2022, puis le téléfilm « Qu'est-ce qu'elle a, ma famille ?» Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Ratino aux commandes du JT. On se quitte sur les images de l'équipe Taishan Paddle. Très belle soirée et à bientôt sur la première. C'est bien, les gars! Excellent! Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.